structure que représente la rectocèle dans la cavité vaginale, et je trouve que ce tableau médial de Lazzaretti est assez démonstratif de cette hernie du rectum dans le vagin. Alors la rectocèle, je remercie évidemment les orateurs, ceux qui m'ont invité et qui m'ont donné également l'occasion de découvrir un aspect climatique souvent méconnu dans la région. Donc il y a un certain, la rectocèle est évidemment une cause mal connue. Il y a un certain nombre de facteurs qui sont favorisants, la constipation chronique, et le problème de la synergie est mal réglé, puisque 45 à 70% des femmes présentant une rectocèle présentent une synergie anorectale qui posera tout à l'heure le problème de la rééducation et de sa place. Et puis il y a des lésions cervicales qui sont connues également pour être source de rectocèle, puisque 40% des femmes hystérectomisées présentent des rectocèles pour certaines symptomatiques. Alors toutes les rectocèles ne sont pas symptomatiques, l'immense majorité des rectocèles sont asymptomatiques, 80% des femmes porteurs de rectocèle sont asymptomatiques et ne requièrent donc pas de traitement. Un certain nombre de patients arrivent chez le gynécologue pour une constatation d'une boussure, d'une tuméfaction vaginale. Le reste consulte le proctologue, le chirurgien digestif pour une constipation terminale avec une sensation de bouchon, des manœuvres digitales, la nécessité d'extraction de matière par l'anus et associé à un certain nombre de symptômes qui sont de fréquence variable. Il y a peu de complications, mais certaines sont impressionnantes, comme celle de cette patiente qui avait pris rendez-vous pour être opérée 10 jours plus tard et qui est arrivée avec une éviscération par l'intermédiaire de la rectocèle. Donc certaines complications quand même peuvent survenir dans cette pathologie, complications évidemment exceptionnelles à ce niveau. Alors le bilan pré-thérapeutique est évidemment d'abord clinique avec la confirmation de la rectocèle, l'évaluation éventuellement d'une hystéroptose, l'évaluation d'une cystocèle, la recherche systématique d'une érythrocèle, cliniquement parfois difficile à affirmer lors de l'examen. Et donc il est utile de compléter cet examen clinique par un bilan radiologique, au premier rang duquel l'examen radiologique, la colpocystodéfécographie et l'IRM dynamique sont importants. Alors la défécographie permet de mettre en évidence la sacculation antérieure et il y a une corrélation lorsque la taille de la sacculation dépasse 3 cm, la symptomatologie est beaucoup plus fréquente, bien qu'il n'y ait pas de corrélation absolument nette entre le volume et la taille de la rectocèle et l'apparition de symptômes. De petites rectocèles étant parfois très mal supportées, alors que de grosses rectocèles sont parfois totalement méconnues par la patiente qui est surprise quand on lui annonce. Cette défécographie permet également de rechercher d'autres facteurs associés qui sont importants dans la prise en charge chirurgicale. La procidence interne, qui est une intussusception de la partie haute du rectum de la partie inférieure, qui n'est pas le prélude d'un prolapsus, ce n'est pas l'évolution vers le prolapsus, et qui donne une sensation de bouchon, de corps étranger, d'interruption de la tuméfaction, et qui parfois peut prendre le devant de la scène par rapport à la tuméfaction. C'est le syndrome d'obstruction défécatoire. Il est très important par ces examens de rechercher une érythrocèle qui peut être vide ou qui peut être habitée, soit par le grêle, et il s'agit alors d'un vérocèle, soit par le côlon et le sigmoïde, et c'est alors une sigmoïdocèle, et c'est la recherche en poussée qui permet par rapport à la coxygène de voir la descente ici de l'intestin. Enfin, d'autres facteurs sont suspectés lors de l'examen clinique, c'est la descente périnéale avec une sensation d'un périnée un peu ballonné, une boussure périnéale, et puis on appréciera évidemment pour la couche rectale la tonicité du sphincter. La défécographie montrant une descente périnnéale, une descente de l'angle anorectal au-dessous de la ligne de oxygène, mais les distances indiquées ici sont toujours discutées. Certains auteurs considérant que c'est au-delà de 5 cm, voire même plus, que l'on peut parler de descente périnéale, mais c'est un élément également à prendre en compte dans l'indication. Et donc l'IRM dynamique va compléter utilement la colpocystodéfécographie parce qu'elle est plus sensible pour dépister une érythrocèle que la colpocystodéfécographie, lequel examen permet un dépistage plus fiable de la procidence rectale interne, moins bien visualisé par l'IRM.
par l'IRM dynamique. Ce qui fait que la conjonction de ces deux examens permet d'approprier la médication et de la préciser dans de grandes proportions. On complète souvent pratiquement toujours l'examen par une manométrie anorectale qui a permis parfois, qui est suspecté en opératoire lors des examens radiologiques par une empreinte persistante au repos puis en poussée pour une aggravée et avec la recherche de cette asynergie qui nécessitera éventuellement, selon les équipes, selon la manifestation clinique, une rééducation anorectale. D'autres examens dans le transit colique, les examens endoscopiques, échographiques du sphincter, tout ça seront indiqués en fonction évidemment des symptômes et des données d'examen clinique. Alors tout d'abord, il faut toujours commencer le traitement du varicocèle par un traitement médical avec les petits moyens locaux que vous connaissez tous et régulariser le transit. Le problème de la rééducation anorectale est difficile à trancher. Certains auteurs et certaines équipes ont systématiquement précédé une éventuelle intervention chirurgicale de rééducation. D'autres ne le font pas. Pour nous, on est beaucoup plus pragmatique et on s'adapte aux circonstances. Les traitements chirurgicaux, il s'agit d'une chirurgie fonctionnelle, donc il faudra être prudent sur les indications. Et on peut choisir trois voies d'abord. La voie abdominale, d'abord transanale avec différentes interventions, et la voie périnéale. Pour ce qui est de la voie abdominale, elle est indiquée surtout en cas d'érythrocèle et elle permet de réaliser une promontofixation avec une résection complète du pixel de Douglas. Elle se fait désormais par voie célioscopique, sauf cas particulier, et permet de réaliser un geste associé sur la filière génitale avec une colpopexie ou bien sur la vessie avec une cystopexie complémentaire qui fait un traitement plus complet des problèmes de l'esthétique pelvienne. Alors, il s'agit d'un travail qui a été réalisé en comparant une série chirurgicale, une série transanale à une série laparoscopique, avec un suivi de 44 ans en moyenne, et la voie transanale améliore la constipation, le score de continence de façon très significativement supérieure à la voie laparoscopique, avec un délai de détérioration des lésions, de la réparation qui est beaucoup plus long que celui observé en chirurgie laparoscopique. Bien évidemment, la rançon, c'est qu'il y a un peu plus de disparonie après le traitement par voie transanale qu'il n'en existe après un bord laparoscopique. Le taux de satisfaction et le taux d'intervention dans cette étude étant identique. Alors la rectopexie, ces chiffres sont à peu près retrouvés également par le HUR et les GROM dans un travail portant sur 84 femmes porteuses d'une rectocèle avec érythrocèle. Il existait dans un quart des cas une cystocèle qui a été traitée dans le même temps, un quart des cas également une incontinence fécale qui a été très nettement améliorée, et 40% des femmes avaient des antécédents d'hystérectomie. Ça retrouve le chiffre que je vous donnais tout à l'heure. Le taux de satisfaction était de 88% avec un taux de récidive de 7,1%, mais dans ce taux de récidive, il est mentionné 4 cystocèles résiduelles. Or, on ne peut pas considérer véritablement qu'il s'agit d'une récidive, car la rectocèle résiduelle après traitement en voie abdominale est assez fréquente. La taille de la rectocèle peut être identique ou peut diminuer, et elle persiste, il faut en prévenir les patients, mais la symptomatologie, elles sont parfois asymptomatiques. Lorsqu'elles sont symptomatiques, elles nécessiteront une correction secondaire par voie transanale, en toute la mesure du possible. La voie transanale, c'est l'opération de Sullivan et Chandani selon comment on suture la musculeuse et la muqueuse. La contre-indication, il y en a deux, c'est l'érythrocèle et l'incontinence anale, évidemment, puisqu'on est les écarteurs nécessitant donc une dilatation anale qui serait délétère dans l'incontinence anale, avec une morbidité qui est quasiment nulle et très faible, et une morbidité qui n'est pas très importante non plus. Alors, sur le plan des résultats fonctionnels, cet abord transanal permet une amélioration de la défécation, de la sensation d'évacuation incomplète, de manœuvre digitale, de la diminution des manœuvres digitales ou la disparition des manœuvres vaginales ou périnéales, sans effet sur l'incontinence anale, et une amélioration de la dyspareunie avec des résultats qui sont bons à 2 ans chez 35 patients, et puis qui sont mauvais tout de même chez 3 patients. Donc vous voyez qu'il y a
Les résultats à long terme, on retrouve toujours cette amélioration sur les efforts de poussée, sur les sensations d'évacuation incomplète et de blocage. Tous ces paramètres sont améliorés par la chirurgie par voie transactale. Alors il y a également l'abord périnéal qui a été proposé, qui consiste à faire une piqûre du fascia recti avec une remise en tension des muscles du périnéo et une réflexion du centre tendineux du périnée, avec certaines variantes qui ont été associées, notamment la spinofixation, la fixation au ligament sacro-sciatique, ou alors à l'utilisation de patchs, et notamment beaucoup d'équipes gynécologiques ont utilisé des patchs de toute dimension, de toute nature, sans que ça n'ait donné de résultats probants dans la marge de la vie. Le résultat du traitement par voie transvaginale, il est relativement satisfaisant à 1 an, puisqu'il y a là encore, vous voyez, une amélioration de la défécation, une diminution des manœuvres digitales, mais il y a quand même un tiers des patients pratiquement présentant un inconfort sexuel apprécié de façon variée selon les patients. Si on compare sur une toute petite série la voie vaginale et la voie endorectale, l'indication dans la voie endorectale ne tenait pas compte d'éventuels érythrocèles associés, et c'était donc réalisé par des équipes gynécologiques. Les caractéristiques de la érythrocèle étaient identiques, l'amélioration était un peu supérieurement à la voie vaginale. Il n'y avait pas de différence entre les deux techniques sur les manœuvres digitales, mais fort heureusement, avant et après l'intervention, il y avait une différence significative, ce qui est quand même réconfortant. Et il y avait plus de récidives par voie endorectale, notamment en termes d'érythrocèles, mais comme on ne tenait pas compte de cette indication, de ce problème dans l'indication opératoire, cette petite série est assez discutable. L'utilisation de protèges a été proposée pour essayer de renforcer la paroi recto-vaginale, et de nombreuses prothèses, soit de collagène, soit synthétiques, ont été proposées, mais l'utilisation de ces prothèses augmente le risque de récidive, augmente le risque de mauvais résultats fonctionnels, et ne sont pas actuellement d'indication systématique, et donc peuvent être évités. Le traitement chirurgical, quand même, de l'opération de Sullivan pose quelques problèmes, puisque Francis Michaud avait évalué les résultats à long terme, et on voit qu'à 5 ans, 50% seulement des patientes ont été soulagées. Il y a donc un échec sur 2 à 5 ans, ce qui fait quand même problème chez ces patients relativement jeunes. Alors il a été proposé également des méthodes plus différentes pour réaliser la remise en tension, notamment c'est l'agrafage transanal avec la technique de Starr qui consiste à faire donc 2 résections du brutus. La technique de Starr donne en gros, pour pas perdre trop de temps, d'excellents résultats à 12 mois pour 90% des cas, mais vous voyez qu'au début il y a une amélioration quand même au cours du temps, parce qu'au début on a quand même des impériosités, des incontinences au gaz qui vont s'améliorer avec le temps, et des complications tout à fait mineures. Complications mineures, mais complications quand même relevées dans la littérature, avec des risques de fissure recto-vaginale, de douleurs anales exclusion comme dans le longo finalement, d'incontinence anale, d'hémorragie, de constipation qui font que cette intervention est une bonne intervention qu'il faut réaliser avec prudence en informant les patients. Il a été proposé, mais c'est presque devenu historique maintenant, l'utilisation d'une pince particulière, qui est une pince qui fait Starr, qui fait des cartes de circonférence en quelque sorte, et qui en 2008 semblait pouvoir être de nature à améliorer singulièrement les résultats. En réalité, cette amélioration ne s'est pas confirmée. 2 ans plus tard, il était écrit que ça ne ferait pas beaucoup de bénéfices si la durée d'hospitalisation et les complications précoces étaient ou secondaires étaient identiques, parce qu'il existait des mêmes périodicités, donc il n'y avait pas de différence avec le Starr. Et plus récemment encore, eh bien, il a été montré que si c'était possible de faire cette intervention, il y avait quand même 15% de complications, donc certaines relativement sérieuses ou très sérieuses, et que c'est sans doute un facteur très limitant de cette technique,
dont en France Francis Michaud et Jean-Jacques Tuech avaient été les défenseurs et qu'ils ont abandonné. Alors pour conclure, je vous propose, en l'absence de contre-indication qui règne continentale ou la nitrocelle, de continuer de rester fidèle pour la rectocelle banale à l'intervention à l'abord transanal, avec un abord vaginal éventuel qui peut se discuter dans certains cas. Pour lorsqu'il y a une procédance rectale associée, l'intervention de STAR est certainement une très bonne indication pour traiter le syndrome défécatoire. Et lorsqu'il y a une nitrocelle, il faut évidemment faire un abord abdominal pour traiter les deux, en prévenant la patiente qu'une petite rectocelle ou est habituellement résiduelle et qu'en cas de symptômes, il faudra